Douceur de mer, légèreté de l'océan. Sans toi, la vie sombre dans les abîmes, celle de vie. Identité rhizomique dans les flots salés. Rêve salsugineux suspendu aux cristaux de sel coruscant. Âme salifère, saltratrice, tu danses sur les écumes salées au sel de mort. Celle de vie, celle qui scelle l'humanité. Aligéné, tu es né de l'écume salée. Upu. Nathalie Vérac, Wanakam, Saofe, Danak. Nangadef, Xin Chao, bonsoir. Bienvenue sur Montina. Merci Harry. Merci Vanakam. Moi là. Mangifi. Et bonsoir. Et tu commences par toucher mon cœur avec une émotion, avec ce magnifique poème. Merci. Merci beaucoup. Ben, ce magnifique poème, je l'ai écrit pour toi quand justement ton dernier spectacle t'a fait à Berlin. Déjà, le premier spectacle m'a interpellé avec Monique Parade, un mot tamoul, Upu, un autre mot tamoul. Et je t'ai posé la question, pourquoi ces mots tamoul? Tu m'as répondu à Mhm. moi et je suis sûr que le public est là. Bonsoir public, bienvenue sur le T9. Et il y a des gens que je reconnais, que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et pourquoi ces mots tamouls de ces deux derniers spectacles? Je crois que euh, j'ai mis du temps à faire le lien avec mon identité tamoule. C'était très difficile. Euh, je pouvais le vivre dans ma vie personnelle, intime, familiale, ma maman qui est tamoule, mes oncles, ma vie là-bas. Mais je ne pouvais pas faire le lien entre ma vie professionnelle et mon identité tamoule. Parce que j'avais gardé en mémoire de mes premiers voyages à Pondichéry, petite, que mon faciès, mes cheveux faisaient que je ne pouvais pas être reconnue par la communauté tamoule comme appartenant à cette communauté, puisque mon père est noir. Et du coup, je m'étais, voilà, je porte Pondichéry en moi, je vis avec, mais artistiquement parlant, j'évolue dans une sphère internationale, caraïbéenne, en Afrique. Mais l'Inde, j'ai imaginé pendant beaucoup d'années que ça m'était interdit. Et, et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Hein, on dit dans certaines cultures, dans certaines religions, que c'est la maman qui porte et qui donne. Donc moi, j'ai fait 9 mois dans le ventre d'une femme de Pondichéry. Donc, et en plus, j'ai été élevée les 3 premières années par mes grands-parents indiens. Donc, du coup, je suis peut-être même dans ce petit berceau-là, beaucoup plus tamoul que créole de Guadeloupe. Et du coup, voilà, j'avais la maturité et c'était le moment urgent pour moi de artistiquement réintroduire cette partie-là et de nommer mes projets en tamoul. Voilà, C'était de me réapproprier. Et lors de mon séjour pour ça, l'année dernière, août, septembre, octobre, à Pondy et dans le Tamil Nadu, j'ai vu que c'était le moment. C'était le moment des reconnexions. c'est là où je t'ai rencontré pour la première fois. Oui, bien sûr, Je t'ai vu pour la première fois. vu pour la première fois, oui. Qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Dans mon assiette, je n'ai rien de tamoul et en même temps tout est tamoul.
j'ai fait une assiette mixte avec des petits un achat d'aubergines que j'ai Ah, ok, fait maison quand même, des olives. J'ai mis les dates parce que c'est le ramadan en bien ce sûr. moment. On est sur l'heure de la coupure. Des petits toasts, des petits raisins qui me rappellent le vignoble bordelais où j'ai grandi. Euh, voilà, petites choses comme ça. Et Ok. toi, tu as quoi dans ton assiette? Bah, t'as dû sûrement te douter, d'après mon post que j'ai fait ce matin, Tu as euh, des nems? j'ai des nems, pondichéry Waouh. Vietnam, nem sénégalais. Enfin, Mhm. celui-là, il n'est pas sénégalais, il est vietnamien. Mais Mhm. il porte la trace du Vietnam, de Mhm. Pondichéry, et c'est nem sénégalais que personne n'a entendu parler. Est-ce que tu as déjà goûté les nems sénégalais? Bien sûr, bien sûr. Ah, ok, Bien. ok. Donc, moi, j'ai pas goûté, donc pour l'occurrence, je goûte ça. Et pour Oui. Bordeaux, voilà, pour le Bordelais, Toi, tu as pris un Bordeaux. ouais, j'ai pris un Bordeaux. Voilà. Donc, Moi, j'ai pris j'ai un j'ai- gingembre. j'ai toi dans mon assiette et dans mon verre. J'ai un gingembre chaud. Et voilà, ma jolie petite assiette. Écoutez, À la fine. tienne. À la tienne. Et cher public, soyez les bienvenus. Et maintenant, allez vous chercher quelque chose à boire et une boisson de votre choix et à manger. Et rejoignez-nous sur le Telet parce que le Tinay, c'est un espace convivial où tout le monde est là pour partager un moment de joie et de bonheur et de convivialité, bien sûr. Mais pour revenir à ton parcours, chère Nathalie, Mm. euh, quel était ton parcours? Comment es-tu devenue artiste? Par, alors, il y a plusieurs étapes. Les premières photos de moi quand je suis sur scène, j'ai 5 ans, Cinq dans la ans? région, 5 ans, Ah dans la ouais. région bordelais. Il y avait quelque chose en moi déjà qui aimait ça. Ensuite, j'ai repris adolescente tous les mercredis et les samedis au lycée. Je faisais du théâtre. Mais je faisais du basket à un très bon niveau depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescente et j'ai eu un accident en championnat de France. J'avais 16 ans et j'avais 35 heures d'entraînement qui sautaient le temps de l'opération et tout ça. Et du Mhm. coup, j'avais une copine dans ma classe, Sophie Barbier, enfin dans mon école surtout, et qui faisait du théâtre. Et, et j'avais le temps de mon opération un vide, quoi, puisque je pouvais plus m'entraîner. Et donc, j'ai commencé le théâtre comme ça et j'ai jamais arrêté. D'accord. Mhm. Mhm. J'ai commencé le théâtre pour remplacer cet espace. Je pensais que j'allais être sportive de haut niveau et que ça allait être ma carrière, voilà. Et la vie en a décidé autrement. C'est Mm. intéressant. C'est intéressant. Mm. Parce que, à un moment donné, une des fois, on était en train de discuter, je veux dire, le pas que tu as fait, justement, si je peux me permettre, ta fugue, en fin de compte, de Bordeaux jusqu'à Paris, a été quand même une étape importante, une décision importante, n'est-ce pas? Oui, parce que une fois que j'avais commencé, je voulais plus arrêter. Hmm. C'était pas la vision, de mes parents. On vient de cultures où on cherche la sécurité de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on a autant de Tamouls ou d'Antillais dans les administrations françaises. Et donc, du coup, il y a ce métier qui apparaît comme le comble de l'insécurité. Alors, c'est vrai que je suis partie, mes parents étaient au travail et je suis partie et c'est sur le chemin que j'ai appelé où mon père travaillait pour lui dire que je ne serais pas là ce soir. Sur la route, c'est des amis qui m'ont amené à Paris de Bordeaux et en appelant, il y a eu un silence où ils me demandaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma, tu vois des amis? Et je disais non, je pars à Paris pour être comédienne. Et c'est le choix que j'avais fait, oui, de le vivre comme ça. Bon,
Je suis quelqu'un qui ne manque pas ses rendez-vous dans le sens où je pense que quand je suis poussée par quelque chose, c'est plus fort que moi. Je vais tout faire pour répondre à ça. Mm. Et comment tes parents ont réagi à ça? Euh, Mon père, il a eu un long silence et il a dit mais un silence qui me semble éternel et il a répondu bonne chance. Donc une fois qu'il y avait ça, je pouvais pas partir à Paris et rentrer. J'avais peut-être que je l'ai toujours, mais en tous les cas, un bon pot d'orgueil et j'allais pas dire ah ben pardon, j'ai raté quoi. Et ma maman, ce sont nos mamans. Elle a choisi d'accompagner mon projet, enfin de me soutenir, quoi. Hmm. Bien sûr. Mais bien sûr, ça n'a pas dû être facile. Là, Non. je vais partir dans un côté un peu, on sait comment ça se passe en France. Être comédien de couleur, c'est pas facile. C'était pas donné. Surtout, j'imagine, dans les années 80. Moi, je suis arrivé en France dans les années 83 et je me souviens encore les premiers artistes de couleur, comment ils avaient du mal justement à percer dans le milieu. Quel a été ton Oui, défi? écoute, je l'ai pas, j'ai pas eu ce problème-là comme ça. Moi, je suis quelqu'un du lien. Vraiment, je suis quelqu'un Mhm. qui fait lien. Et s'il n'y a pas de problème, je peux cheminer des années avec les personnes. Et donc, j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre. J'étais babysitter, je gardais l'argent, je voyais beaucoup de pièces. Et j'ai choisi deux mentors. Sotigui Kouyaté, qui était, parce que je l'ai vu sur scène dans une pièce de Peter Brook, et qui était le comédien d'origine du Burkina Faso. Et Philippe Adrien, parce qu'il travaillait entre le théâtre et la psychanalyse, l'autre entre le théâtre et l'animisme. Et je leur ai écrit, je vais faire court, ils m'ont reçu et on aura cheminé 25 ans avec l'un et l'autre. Donc, comme je rentrais dans cette façon, et c'était important pour moi de ne pas rentrer dans le conservatoire ou de ne pas rentrer dans une école, de retrouver les formes de transmission propres à nos cultures, Mhm. à Mhm. savoir le maître et l'élève, s'asseoir à côté de nos vieux, s'asseoir à côté de nos vieilles. Euh, cette forme d'oralité, cette forme de... J'en avais vraiment besoin, j'avais soif de ça. Donc en faisant comme ça, c'est pas là que c'était difficile parce que finalement, j'ai cheminé avec les mêmes personnes pendant des années. Mhm. Là où c'était difficile et pour moi extrêmement douloureux, c'est que même dans ce contexte-là, où humainement je n'ai pas été confrontée euh, au fait que j'étais une comédienne noire, je l'ai été autrement, c'est-à-dire je n'étais pas rejetée pour ça, puisque j'étais employée et que je travaillais. Mais finalement, quand je travaillais, c'était à moi de franchir les océans pour aller rejoindre l'autre sur leur territoire. Mhm. C'est-à-dire que j'étais employée, mon imaginaire à moi, il est fait d'une multiplicité. Il est fait, euh, je crois que à la maison, pour mon frère, je cuisinais des pâtes, mon père me disait que ça, c'était la cuisine des Toubabs et qu'il n'y avait pas ça dans cette maison. Donc, j'étais obligée de savoir cuisiner dès l'âge de 6 7 ans, la cuisine indienne ou la cuisine créole. Et donc, mon culinaire, mon gustatif, mes odeurs, la musicalité des langues dans les quatre murs de la maison, même si c'était en France, était fait de toute autre chose, sans compter les histoires, sans compter la grand-mère qui arrive en sari, bon, voilà. Et tout cet imaginaire-là, c'est ce qui m'habitait. Mais c'est comme si parce que je travaillais dans ce territoire à Paris, j'étais obligée de mettre tout ça de côté et de m'éloigner de mon noyau, de ce que je suis profondément pour avoir un français parfait, pour avoir une diction Mhm. parfaite, pour avoir, voilà, ça, dire les alexandrins. Et au bout d'un moment, ça, c'est devenu très, très douloureux. Comme si on m'obligeait
à prendre le chemin de la schizophrénie, ou comme si on m'obligeait à tuer mon identité et mes identités. On voulait bien que je sois là, euh, À te mettre mais dans un pas, moule. mais pas avec tout ce que je suis. Et après, de l'autre côté, euh, dans, 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 dans les castings de cinéma ou tout ça, on pouvait me reprocher la forme de mon visage. Donc on va me dire, oui, mais j'ai pas les lèvres assez épaisses, ou alors j'ai pas le front assez bombé, ou alors j'ai pas les narines assez. Donc tout d'un coup, je suis noire, mais je ne raconte pas parce que le métissage vient donner une autre particularité au trait, au visage, aux cheveux, à la corporalité, à tout. Je ne viens pas répondre aux clichés qu'on aurait de la femme noire. Exactement. Et là, du coup, je dérange. Donc, du coup, voilà, c'est cette partie-là. J'ai travaillé pas mal en Guadeloupe. Je ne suis pas complètement créole, puisque guadeloupéenne, puisque je suis à l'heure d'aujourd'hui, les métis indiens s'appellent Batas indiens en créole, Oui, qui veut ou Batakouli. Et Batakouli, Kouli est en tamoul ce que ça veut dire, et toute cette servitude, cet esclavage. Et donc aujourd'hui, Batakouli, c'est la bâtarde des esclaves. Et c'est comme ça qu'on va appeler les personnes comme moi qui sont métissées. Et exactement. puis, n'en parle pas en Inde. Alors du coup, il y avait la douleur venait de où était mon territoire. Et Oui, quand on est jeune, parce que tu aurais été en Inde. Il t'aurait dit, t'es trop noir, t'es trop africaine. voilà, c'est ça. Là. Et donc, on ne correspond à rien. Il y a une zone où les autres, tant qu'on a besoin des autres, comme ça, on voit qu'on ne correspond à rien, que tout prête au rejet, la couleur, le nez qui n'est pas assez épaté ou qui est trop épaté, la forme des lèvres qui n'est pas assez épaisse, les cheveux qui sont pas... Et, 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 et ce temps-là est douloureux. Le Ouais, temps où on n'arrive pas encore, parce que c'est une question de maturité, à s'affranchir de ces projections des autres. Ce temps où aussi j'avais besoin d'être aimée, d'être acceptée dans mon art, mais comme être humain aussi. Ça nous met un peu en dépendance de ces regards-là et donc en souffrance. Et oui, ça, c'était douloureux. Voilà. Mm. mais tu sais, moi, Nathalie, j'ai une façon de construire, enfin, de palabrer avec mes invités de façon vraiment décousue. Je passe du coq à l'âne, de l'âne au coq. Donc, il y a Oui, pas une suite chronologique, il y a pas ça, parce que c'est normal. Quand on est sous le oui. baobab d'Inaï, on passe du coq à l'âne. Où se, D'accord. Moi, je suis où, contente. où se trouve le coq, où se trouve l'âne, c'est au public de savoir. Ça, c'est un deuxième poème que j'ai écrit pour toi. Euh, Waouh. quand enfin, tu le connais parce que je l'ai envoyé, hein. Fais pas la, fais pas la surprise. Non, je savais pas. Je sais pas que c'est celui que tu m'as envoyé. Tu l'as pas lu Ben, encore. ça, c'est après, quand on s'est rencontrés à Pondichéry et tu faisais cette expo à Dakar, et quand j'ai vu le titre Moulika Parade, et encore, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et donc, je t'ai écrit un texte en tamoul, je vais le lire en tamoul. Je vais essayer de le traduire en français, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. On verra ce que ça donne. Mudiyum, mudika mudiyadu, mudika mudiyum, mudika mudiyadu, முடித்தால் முடிக்க முடியாது. அப்படியென்றால் முடியும் முடிக்கப்படாதா? எதற்கு முடிய வேண்டும்? அதனால் முடிக்கப்படாது. Ben, ça, je ne sais pas dans quel état d'esprit j'ai écrit. J'essaie encore de me rappeler, mais je ne suis pas en mesure de le dire. Mais Moudion, c'est possible. Moudiade, c'est pas possible. Moudika Moudiade, c'est pas possible de le finir. Mais si je le finis, est-ce que je peux le finir? Parce que la question est différente. Donc, ce qui veut dire que ce qui est possible n'est pas possible de finir. Donc, pourquoi le finir?
d'où ne pas le finir. Modique parade. C'est Mm. un peu, c'est un peu difficile à déchiffrer, à comprendre Moi, le ça me parle. sens. Toi, tu comprends le Mm. sens de ce texte que j'ai écrit parce qu'on a eu beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de conversations au téléphone. Et d'après ce que tu m'as dit, c'était ce qui m'a inspiré de dire, parce que tous les deux, toi et moi, on est dans le même état d'esprit. Ce Mm. n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Mais en même temps, on a Mhm. l'impression que c'est fini. On a l'impression qu'on a fait un cycle, qu'on a fait le tour. On a dit, oui, c'est fini, mais en même temps, il y a quelque chose qui est infini, qui n'est non, Mm. qui est non fini, pas infini, pardon. Donc, pourquoi ce mot de qu'est-ce qui n'est pas fini? En fait, j'ai grandi dans une maison euh, jusqu'à 16 ans, dans le vignoble bordelais, où ils ont construit, mes parents ont construit une maison, ils ont acheté un terrain, ils ont construit une maison. Et puis, dans cette maison, les finitions, ils n'ont pas pu les faire. Donc, j'ai grandi dans une maison où un jour, il y aura les poignées aux portes, mais elles sont jamais venues sur toutes les portes. Certaines portes ont eu les poignées, d'autres non. Une pièce devait avoir son carrelage, et puis finalement, on va pas aller complètement au bout. Euh, et dans mon cheminement intérieur, spirituel, thérapeutique par moment, il y avait toujours la question de l'inachevé. Et j'avais fait un long chemin pour apprendre à me connaître quand j'étais à Paris. Et la question de peut-être mes parents ont laissé des choses inachevées que j'avais à achever. Et ça, c'était la partie développement personnel. Et moi, je me suis demandé plus tard, artistiquement et aussi personnellement, est-ce que la forme d'inachevé, quand on fait un mariage comme ça, un mariage interdit et condamné, un mariage où une jeune femme de Pondichéry passe en France, rencontre un noir et décide que ça va être l'homme de sa vie et va s'opposer à toute une famille en Inde, à toute une culture pour épouser cet homme. Mais sans ça, moi, j'existe pas. Sans cet acte-là, je n'existe pas. Mais quand on a fait un acte comme ça, qu'on est parti de l'Inde dans les années 60, et puis qu'on s'est braqué contre tout un système, contre toute une famille, pour aller là-bas, sur cette génération des années 60, enfin mes parents, ce n'est pas facile. Tu sais, c'est comme quand tu te disputes avec quelqu'un. Tu peux dire tout ce Hum, que tu hum, veux, mais une fois que tu as fermé la porte et que tu as dit, OK, je m'en vais, absolument. finalement, ce que l'on ressent dans cette solitude-là n'est pas si évident, n'est pas si simple. Et c'est une multitude de sentiments qu'on a, tous contradictoires. Et je me disais, tiens, mes parents, ces gestes qui semblent inachevés et qui l'étaient dans la réalité, est-ce que c'est pas ça qu'ils m'ont transmis? Est-ce que c'est pas ça mon héritage? L'inachevé. Est-ce que de me dire que, bon, effectivement, regardons d'un point de vue purement cartésien, occidental, effectivement, ils auraient dû mettre des poignées à toutes les portes. Effectivement, les carreaux qui étaient là, ils auraient dû les placer. Mais si ça s'est passé comme ça, alors c'est ça, en tous les cas, c'est ça mon héritage et c'est ça qu'ils m'ont donné, c'est cet inachevé. Et pourquoi, après, ça m'a permis de me demander pourquoi ils sont restés dans cet espace suspendu que donne l'inachevé, au lieu d'achever quelque chose. Et je me suis demandé, était-il vraiment autorisé à achever? Et quand on vient de deux formes d'occupation, de deux formes de colonisation, parce que la Guadeloupe, on a pris des esclaves quelque part, et on les a transportés, mais arrachés malgré eux, mis dans des cales, traversés des océans pour arriver euh, sur ces îles. Et Pondichéry, c'est un ancien comptoir. Colonie. Sachant que, oui, ce que je t'ai dit, c'est qu'en plus, ma maman est née à Saigon. Oui, Donc, une autre forme. une troisième colonie, ça ajoute. Voilà. Donc, quand on est habité par ça, euh, et que, en plus, ma maman, mes oncles, un de mes oncles, elle a trois frères, militaires, douaniers, aux impôts, enfin vraiment l'administration française. Euh, est-ce que, est-ce qu'on est, on sait s'habiter soi-même?
Non, on ne peut pas encore. 1960, on ne peut pas encore. Ces générations-là ne peuvent pas encore s'habiter complètement eux-mêmes. Bien sûr qu'il y aura des exceptions qui confirment la règle. Bien sûr que sur chaque génération, il y a des gens brillants, il y a des gens illuminés qui vont traverser et créer des territoires pour que nous, derrière, on arrive à les habiter. Mais il y en a pour qui il y a la rencontre, il y a l'amour, mais il n'y a pas les outils pour faire ensemble, pour faire monde ensemble, pour construire, tisser et achever ensemble. Et être héritière de l'inachevé, c'est accepter la part coloniale de mon histoire, les parts traumatiques de ça. Voilà, et comme j'avais besoin de le dire en tamoul, c'est devenu Motekapatade. Mm. Et c'est ce qui est intéressant, Nathalie, c'est que tu as hérité de l'inachevé. Donc, Mm. enfin, je veux dire, dans une suite logique, tu dis, tiens, comme j'ai hérité de l'inachevé, je vais essayer de le terminer, je vais essayer de l'achever. Mais toi, tu ne fais pas ça. Non, Tu continues dans non, la tradition de l'inachevé. D'où Mudika Parade. Donc, il y a oui. quelque part, tu dis, c'est pas à toi, tu ne mets pas ça sur tes épaules, ce poids de l'inachevé sur tes épaules et dis, tiens, puisque j'ai hérité de l'inachevé, je vais l'achever, je vais le finir. Non, tu continues dans cette tradition-là. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire ou est-ce que tu n'es pas encore prête, justement? Non, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire parce que il y a plein de gens euh, pour penser qu'on doit terminer les choses ou le Exactement, penser comme ça. exactement. Moi, j'avais envie de m'interroger sur et si l'inachevé était une forme à prendre en soi, une forme de transmission en soi, comme la faille. La faille, on peut la réparer, mais on peut aussi apprendre à goûter la faille, à savourer la faille, à comprendre la faille, à se battre, se débattre avec la faille, mais ne pas chercher à la changer. Hum, J'avais hum, l'impression, une fois que j'avais passé, c'est c'est pas la maturité pour dire la maturité, c'est le temps de vie. Une fois que j'avais passé 50 ans, j'ai eu l'impression que j'avais passé mon temps à vouloir autre chose que ce qui était. Et à vouloir, si c'est inachevé, à tenter, hum. mais à jamais avoir accepté, même à avoir discuté, reproché à mes parents pourquoi vous n'avez pas fini les choses, pourquoi vous n'avez pas fait comme ça, pourquoi vous nous... Mais finalement, dans ces moments-là, on ne prend pas complètement la réalité de comment les choses ont été faites. Et en leur donnant une vraie valeur et pas en les pensant par défaut. Par défaut, ça veut dire que ce n'est jamais bien, ce n'est jamais assez, ce n'est pas comme ça devait être. Or, c'était comme ça. Est-ce qu'une poignée, une porte qui n'a pas de poignée peut avoir son charme? Et est-ce que moi, en plus, en étant artiste, j'ai toute la liberté de commencer à accepter qui a dit que la porte devait avoir une poignée et à commencer à poser une réflexion sur la beauté de ce geste et pas le penser comme l'absence de poignée. Ouais. L'absence de poignée, c'est encore par rapport à un autre modèle. Mais si je commence à regarder qu'en tous les cas, dans cette maison, ces parents-là n'ont pas mis de poignée, comment j'ai ouvert les portes pendant des années. J'y ai vécu dans ces maisons sans poignée. Bon, Et ok, qu'est-ce que c'est? maintenant, ok. Mettons les paraboles, les métaphores de côté, mais comment tu as physiquement ouvert ces portes? Tu donnais un coup de pied, Avec tu donnais un coup de pied, tu mettais un fil, tu tirais sur le fil, tu faisais quoi? ils avaient un bâton de métal Ah ben voilà, tu vois. mais tu vois à quoi ça sert, mais ça raconte quelque chose d'extrêmement beau aujourd'hui Absolument, pour moi, que absolument. je ne pouvais pas prendre beau avant. Parce que moi, évidemment, pendant des années, la façon dont le monde est construit, et en plus en grandissant en Europe, j'avais honte. J'avais profondément honte
que dans le magasin d'à côté, tu peux acheter pour 10 francs à l'époque une poignée. Non, on va faire pendant 14 ans qu'on met un bâton de fer pour ouvrir la porte. C'est complètement dingue. Non, mais Mais une fois, il doit avoir une suite logique quand même à ça. Sûrement. Enfin, je veux dire, tes parents, enfin ton papa qui a construit cette maison, ou ton grand-père, il doit avoir une suite logique à ça. C'est pas parce que c'est pas une question d'économie où il ne pouvait pas acheter, mettre 10 francs à l'époque, on va dire 10 francs parce que à l'époque c'était des francs, pour acheter une poignée. Il doit avoir une suite logique quelque part. mais je sais pas si c'est une suite logique. Je suis pas arrivée là, mais il y a quelque chose de très beau parce que depuis pour faire Moutika Patade, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père qui a 83, avec ma maman qui a 82. J'ai passé beaucoup de temps sur leur territoire pour comprendre leur enfance, pour comprendre qui ils étaient quand ils arrivent en France et qu'ils se rencontrent et qu'ils se marient. Et, hum, et je suis profondément émue par leur chemin parce que évidemment qu'il ne s'agit pas d'une poignée, évidemment qu'il ne s'agit pas que quelle est cette porte qui ne pouvait pas s'ouvrir autrement que par un Exactement. bâton. Exactement. Et et c'est ça pour moi l'inachevé. C'est de regarder la beauté de nos failles. Et on en a tous. Quand j'ai présenté le projet à Dakar pendant la Biennale, j'ai reçu plein de témoignages de gens que ça a mis en écho avec leurs failles de famille avec lesquelles ils étaient en colère, ou ils ont reproché, ou ils auraient aimé que ça soit autrement. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder nos failles comme nos plus grands trésors aussi et voir ce que ça nous amènerait à construire si on ne voulait pas les changer, si on pouvait enfin les accepter? Mais pour ça, déjà, il faut avoir une grande maturité, un grand sens de l'analyse de la vie qu'on vit, du Hum, parcours qu'on a fait, pour avoir justement cette compréhension, cette acceptation et aussi cette interprétation. En fin de compte, c'est une interprétation. Et toi, en mhm, tant que comédienne, euh, tu sais de quoi je parle. L'interprétation, mhm. c'est ça le comédien. Enfin, l'artiste, c'est ça. Il interprète le monde à sa façon pour donner corps à autre chose selon ses propres sensibilités. C'est ça, bien sûr. Et donc, tu le fais à merveille. Je suis très, très content que notre amie Kamala soit là. C'est grâce à elle, Oh, elle est là, mais c'est comment grâce tu à le elle vois? qu'on est Moi, je là. l'ai pas. Salut Kamala, c'est un grand, grand plaisir. Je sais qu'elle était en train de voyager, mais elle a fait l'effort et le bonheur de nous retrouver Oh, ici. Un grand, grand bisou à Kamala. merci. Sans Voilà. Kamala, je te connaîtrais pas, Bah oui, oui, bah, enfin, on serait connu d'une autre façon, hein. dans un monde parallèle, peut-être, sûrement. Mais pour en revenir, tiens, tiens, moi, oui, exactement, montre-nous ton visage, tu es là, ça nous fait plaisir. Elle est où? Moi, je la Mais vois pas. je suis Je dans sais, l'avion, je suis dans les transports. tu es dans Oh, les transports. Kamala. Ouais, donc je suis dans C'est le pas noir grave. là, Bah, dans tu une vois, voiture. tout nous rejoint. Pondichéry, Vietnam, Sénégal, Pondichéry, Vietnam, France, hein, et Pondichéry, Madagascar, Vietnam. Parce que, euh, de façon intéressante, quand ce parcours se fait, mon père était militaire en Indochine, donc il a été au Vietnam pendant Hmm. la guerre du Vietnam. Donc, si je prends, je goûte à ce nem, je suis né avec ce nem. Depuis mon enfance, je connais le nem. Maintenant, tu vas à Antsirabe, le meilleur nem que tu peux manger, c'est à Antsirabe. Tu vois? Pour moi, c'est Mhm, le nem, le nem malgache. Il a un goût particulier. Il a un goût de la colonisation, mais en même temps, il a un goût particulier parce que c'est aussi le parcours de mon père. Et je mhm. crois on en parlait, ton papa était en Algérie aussi. Ma maman. Ta maman est en Algérie, ouais. Ta maman est en Algérie. Mon père, il a fait la guerre d'Algérie. Donc, comme quoi Hmm, que, enfin, cette communauté franco-pondichérienne, on a tous des chemins qui se croisent, qui s'entrecroisent, hmm, pardon, et ce qui fait qu'on est là. Et si j'ai mis ce nem, c'est pas par pur hasard. Et, il existe depuis mon premier livre que j'ai écrit en 2012.
où je parle justement de cette mémoire culinaire du Vietnam. Et Kamala, sa famille aussi a un grand passé au Vietnam. Donc, on est là entre Pondichéry, Vietnamiens, Malgaches, Sénégalais, Guadeloupéens. Donc, on est dans notre monde à nous. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est important de dire tout ce que tu dis là parce que il existe comme ça des territoires pluriels qui se sont faits malgré nous, qui nous ont précédés, ces territoires-là. C'est vraiment la trace coloniale. Et je la pointe pas, c'est la trace coloniale qui fait que tout d'un coup, euh, ils vont devoir circuler en fonction des comptoirs, en fonction des guerres, en fonction des besoins. Et, et que quand on arrive, nous, on est porteur de ces mémoires-là, souvent Exactement. de ces silences-là. C'est-à-dire qu'on est porteur de ces mémoires, mais nos parents, en tous les cas, je prends les miens, mais je sais que je ne suis pas la seule, ils vont avoir du mal à nommer tout ça. Ils vont avoir du mal à le transmettre avec des mots, à le partager. C'est pas des souvenirs toujours heureux. Ma maman n'aime pas parler particulièrement de ce temps au Vietnam. Euh, donc voilà, mais c'est des non-dits qui nous habitent. C'est des Qui nous habite non-dits et qui font. qui se transforme, qui se transmet, pardon, de génération en génération de façon différente. Et nous, Bien sûr, on- on suit ces histoires, cette histoire qui nous unit. Et mm, on n'a pas besoin de X, Y ou Z pour nous dire ce que nous sommes. Nous, on sait ce voilà. qu'on est. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, Allô? Oui. ça, c'est très important. Et par Mm, rapport à nos parcours, par rapport à nos vies, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui aussi nous donne cette force en tant que personnes qui ont vécu, qui ont le même passé en fin de compte, qui ont les mêmes Kamala mémoires. vient d'écrire par la cuisine et c'est vrai que c'est au niveau culinaire qu'on a eu. Bah Tu oui, vois, tu parles bah du oui, nem, on est passé du nem à la maison, c'était le nem, mais le jour où Kamala m'a invité à Pondichéry à déjeuner, c'était les fameuses boulettes. oui. Non, mais tu te rappelles, une des fois, on était en train de discuter, je dis, qu'est-ce que il dit, tu veux que je t'envoie la recette de Undakari, Oui, c'est ça. les boulettes de viande. Voilà. Mais ça, c'était le plat que maman faisait régulièrement, que j'attendais, le biryani. Mais à côté de ça, mon papa va faire toute la cuisine créole, préparer le poisson de façon créole, le colombo de poulet, voilà, le riz et les haricots rouges qu'on va avoir en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que moi, mon palais, il est fait de toutes ces saveurs-là. Comme toi, comme Kamala, on a eu plein de saveurs euh, dans cette enfance parce que l'endroit de la cuisine était l'endroit où toutes les mémoires ne partaient pas, elles. Oui, Et, elle reste et- là elles se retrouvaient là. Ils parce que, avaient besoin de maintenir ces saveurs-là, de les manger, de manger leur cuisine. Et du coup, s'il y avait un endroit qui racontait l'histoire familiale, c'était la cuisine, mais à travers les saveurs. exactement. Et ces saveurs-là, faut les avoir goûtées, faut les avoir, comment on appelle ça, faut les avoir vécues pour, Mm, pour savoir vraiment de quoi on parle. mm. Surtout la cuisine dans la maison pondichéриenne, fallait être là pour comprendre de quoi on parle. Quand on fait un Oui, oudakari, quand on fait comment on appelle ça, on fait des nems vietnamiens, on fait des breads malgaches, ou on fait un rougail réunionnais, tout était dans la cuisine pondichéриenne. Parce que bien c'était sûr. ça, l'empire colonial était dans la cuisine, en fin de compte. Et là, Mais dernièrement, tous ces épices. toutes ces épices. Et là, dernièrement, j'ai trouvé une recette qui est vraiment impossible à trouver. C'est la sauce poisson arabe qu'on fait à Pondichéry. Mm, C'est une sauce poisson arabe. Les Arabes, ça remène aux Arabes de la Réunion. Et donc, oui, comment cette sauce poisson vient dans la cuisine pondichéриenne? Impossible de savoir, mais il faut que je fasse des recherches. Mais c'est une recette que j'ai trouvée récemment.
Donc, cette cuisine pondichérienne représente l'empire colonial français, Hmm. tout simplement. Oui, mais elle a aussi réussi. Je trouve qu'elle la représente, mais je trouve que c'était aussi pour moi, hein, alors de là où on regarde de là où on a grandi, un territoire de résistance, Ah oui, un absolument, territoire de absolument, résistance, absolument. un territoire où comme s'il y avait un endroit, et je le trouve un peu partout, ou même quand, dans les moments de guerre, ou les moments où ils ont manqué, où ils n'ont pas pu cuisiner comme ils le souhaitaient, on a l'impression que c'est comme un aigle marron de la Hum, cuisine, quoi. C'est-à-dire, ouais, euh, ouais, on va très faire bien dit, résistance, très on bien va dit. chercher nos épices, on va, oui, on va euh, maintenir une cuisine. C'est comme quand les jeunes partent étudier à l'étranger, ils cherchent à faire cuisine encore, à retrouver leur cuisine, à retrouver leur saveur. Euh, et, et, et je trouve que ce territoire de la cuisine, d'abord, on y trouve les femmes, elles sont en train de chercher quand elles préparent. Moi, j'adore regarder ma maman préparer parce qu'on a l'impression que c'est un territoire de liberté absolue. Il y a, Euh, ouais, excuse-moi, il y a Marie Sonkou qui Kamala, demande. c'était pas contre les hommes. Non, non, mais j'allais pas rebondir là-dedans parce que tu parles que des femmes, mais Nathalie, n'oublie pas Oui, que. que tu es le plus grand cuisinier devant l'Éternel, je le sais. Même Exactement. si j'ai pas goûté. Tu goûteras un jour. Devant l'Éternel. Tu es venu sur Montenay maintenant, mais tu viendras sur Montenay Cuisine une autre fois où je ferai à manger. Mais il y a Michel Sonko qui a posé une question. Après ça, on va bientôt arrêter parce que là, ça fait 5 minutes on est là. Michel, tu peux le dire directement, on est là sur le Ténaï, hein, tu peux intervenir. Hein. Tu n'as pas besoin d'écrire sur le chat. Mets ton micro, tu peux parler. C'est ça. Allume ton micro. Allume ton micro. Voilà. Bonsoir à Voilà. tous. Tu sais, Bonsoir à tous. Michel, Bonsoir excuse-moi. Nathalie. Michel, excuse-moi. C'est le Oui, Tinaï. Tout le monde peut intervenir. T'es pas très besoin bien. de tâter. Bienvenue. Très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'avais une petite question à poser parce que je sentais Nathalie. Moi, depuis on se connaît, le Sénégal nous a réunis et depuis on ne s'est pas quitté. Et comme elle disait tout à l'heure, c'était le lien. Et ce lien-là, je l'affectionne particulièrement parce que quel que soit le lieu où l'on est, ben on arrive toujours à se parler et c'est vraiment génial. Et moi, j'apprécie d'autant plus que j'arrive de Mésopotamie. Et là, j'ai découvert d'autres saveurs. Vous parliez du culinaire. Tout de suite, moi, voilà, il y avait plein de choses qui commençaient à remonter. Et pour en revenir à ma question, je voulais savoir qu'est-ce qui anime vraiment ta personne, toujours, comme j'ai écrit, toujours aussi solaire, Nathalie. Parce que moi, je reste toujours ébahi quand je t'entends, que ce soit enfant ou maintenant, j'ai l'impression de te voir toujours accompagné d'un soleil, d'une comment dire, d'une force, voilà, d'un pouvoir qui est au-delà. Et moi, je suis toujours aussi impressionné. Nathalie, ton micro. Ton micro. Ça y est. Ce que je dirais sur le soleil, je crois que naturellement, je suis quelqu'un qui embrasse la vie, quoi. Je l'aime profondément. Euh, J'aime profondément la vie. Je dis pas que la vie a été facile, qu'elle est. Je l'aime. Donc une fois que j'ai dit que j'aime la vie, j'en aime ses difficultés, j'en aime ses épreuves. C'est pas toujours évident quand elles se présentent, mais j'aime le fait, on dirait en Inde, que je me sois incarnée là. J'aime ce souffle-là. J'aime ce souffle-là et j'en prends soin. Alors d'où vient le côté solaire?
du temps que je prends à en prendre soin. Toi qui as habité Dakar, je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne suis pas debout au bord de la mer, où je me dis qu'à chaque fois, ils vont finir par m'enfermer tellement. Encore ce matin, très tôt, je suis allée sur les rochers et j'ai dit tout ce que j'avais à dire à l'océan. J'ai pris les embruns parce qu'en ce moment, l'océan vers virage souffle énormément fort. Donc voilà, je vais garder mon grain de folie, quoi, qui pourrait être un grain de folie aux yeux des autres, qui n'en est pas un pour moi. Euh, je cultive mes territoires de liberté, mais de façon très prononcée. Voilà. Et je Merci t'embrasse très Michel, fort. merci merci de participer. Euh, Tu sais quoi Nathalie, on est déjà à 45 minutes, hein, ça fait 45 minutes qu'on est en train de papoter. Bye. Euh, non, 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 non. Oh, tu ne vas pas partir comme ça non plus. Euh, mais bon, comme on se connaît, si toi et moi commençons à parler, on a besoin de toute une soirée, même toute une journée justement à parler, mais ce sera hors caméra, hors Tinaï. En tout cas, je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Et tu sais à quel point je t'apprécie et j'apprécie ton travail. Et surtout, Merci. j'apprécie cette belle amitié entre toi et moi euh, qui a été dont Kamala est la graine. Donc, je remercie Kamala aussi. Donc, d'ici pour nous, rendez-vous peut-être dans un mois et j'aurai une nouvelle invitée dont, tout d'abord, avant de finir, avant de partir, il faut que je remercie Jean-Louis Laverne qui est là, qui est le Mm. marionnettiste derrière euh, toute cette émission. Donc, sans lui, les forums français, le TINEI n'existerait pas. Donc, merci Jean-Louis encore pour tout ce que tu fais. Et Jean-Louis ne sait pas encore ma prochaine invitée. Je ne vais pas l'annoncer, mais ce sera quelqu'un que Kamala connaît encore. Et ça va être encore ce fameux triangle dont on parlait tout à l'heure. Et elle sera là. Elle a accepté mon invitation il y a un mois à peu près. Et donc, just stay tuned, friends. Et on va terminer cette belle émission avec un peu de musique et la belle voix de Nathalie. Il y a la quête de soi. Mon premier inspire et mon dernier expire. Un pas posé seul dans l'ombre de mes nuits. Une traversée larmoyante. Un accouchement. Des sourires et des éclats de rire. Un vertige, un fil suspendu. Une amertume douce et sucrée. Un paradoxe. La quête de soi. C'est des questions que je laisserai sans réponse. Des origines à visiter. Des identités multiples à questionner. Une chute parfois, sans fil. Une intense solitude. Une incompréhension profonde. Des joies, des amours, des liens, des séparations. Des épines et des gouttes de sang. Des venins, des serpents. Des jours entiers à marcher le ventre vide, à regarder mon reflet dans le miroir.
quête. C'est un chant d'amour que je suis seule à chanter, seule à entendre, seule à murmurer. C'est une prière douce à moi-même. Laissez mon âme parler, mon ombre s'étendre derrière moi et entendre le souffle divin. Bravo. Merci. Merci, merci pour cette belle musique, et ce très beau texte et cette Merci. belle voix. Merci infiniment. Wanakkam. Merci, merci, Vanakam, Vanakam. Et merci, vraiment, je suis très touchée d'avoir été reçue sur ton Tinaï. Vraiment, très émue. Merci beaucoup. Merci Kamala, merci tout le monde qui avait passé ce moment avec nous. Et voilà, que nous puissions en passer d'autres. À bientôt. Merci Jean-Louis pour ta À bientôt. douceur, ton écoute, ta présence et tes mains de marionnettiste.